Bonjour à toutes et à tous et bien bienvenue à ce printemps des territoires et à cet atelier consacré aux déserts médicaux et plus particulièrement à la télémédecine. Nous sommes ensemble durant 45 minutes avec mes invités. Je me présente, je suis Géraldine Lance-Perrin et c'est donc moi qui vais animer cet atelier. Petite information, pour bien écouter cet atelier, il faut brancher donc votre casque sur le canal 4 et puis un temps d'échange aura lieu avec mes intervenants. Donc n'hésitez pas à prendre des notes, ils se feront un plaisir d'y répondre à la suite de leurs interventions. Donc, on va parler de désert médical. 30% des Français vivent dans un désert médical et près de 90% du territoire français est concerné par le problème. Alors, pour y faire face, eh bien, il faut agir sur différents leviers. La revalorisation des métiers, également le développement des maisons de santé, l'augmentation du numerus clausus ou encore développer la télémédecine. Et c'est justement un sujet qu'on va aborder avec mes invités. D'abord, Marion Aymar. Bonjour Marion. Vous êtes responsable du pôle santé numérique et bien vieillir à la direction de l'investissement de la Banque des territoires. À vos côtés, Émilie Mercadal. Bonjour Émilie. Bonjour Géraldine. Vous êtes CEO et cofondatrice de la plateforme et du diagnostic collaboratif Rofim. Vous allez nous expliquer ce que cette plateforme dans quelques instants. Et puis enfin, Pierre Arnu, qui est à côté de vous, Émilie, fondateur de Semia, une plateforme de télésurveillance médicale. J'aimerais d'abord qu'on rappelle ce que c'est qu'un désert médical. Un désert médical, ça signifie une zone blanche médicale, une zone géographique dans laquelle donc, il est très difficile, voire impossible de se faire soigner par un professionnel de santé en raison, bien évidemment, de l'absence de médecins à proximité. Attention, parce que désert médical ne signifie pas forcément zone rurale. La Seine-Saint-Denis, par exemple, se situe dans un désert médical, puisqu'il y a peu de médecins par rapport au nombre d'habitants. Un généraliste, par exemple, il gère plus de 1500 patients. Donc, ça ne signifie pas forcément, encore une fois, désert médical, zone rurale. Et puis, ça dépend aussi de la spécialité que vous recherchez. Il y a des spécialités, notamment en dermatologie ou en psychiatrie. Eh bien, c'est des zones aussi où on manque de médecins et donc on peut considérer que c'est un désert médical. Ça, c'est important de le souligner. Alors, pour faire face aussi à toutes ces difficultés, eh bien, il faut agir de façon multiple. Il n'y a pas une solution, mais plusieurs solutions. Accorder des prêts, réaliser des travaux d'ingénierie ou investir dans des solutions de télémédecine ou télésurveillance. Et là-dessus, eh bien, la Banque des territoires est très présente. Comment elle agit face à ce défi, Marion ? Eh bien, alors, tout à fait, comme vous l'avez souligné, la Banque des territoires elle est consciente de tous ces défis et de tous ces enjeux majeurs que vous avez décrits. Et évidemment, du coup, la lutte contre les déserts médicaux, le parcours de santé, ça fait partie des axes stratégiques de la Banque des territoires. Et quand on dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire on a des plans ambitieux côté Banque des territoires, avec un plan entre 2024 et 2028 qui va mettre en œuvre à peu près plus de 800 millions d'euros de financement dédiés à ces enjeux de parcours de santé. Qu'est-ce qu'on met derrière? On a derrière plusieurs casquettes. Vous l'avez un peu évoqué. On a la casquette, évidemment, de lien de coordinateur avec les collectivités territoriales, en accompagnant celles-ci dans différents plans, Petites Villes de demain, quartiers prioritaires de la ville, Action Cœur de Ville, qui sont une des façons d'intervenir. On a évidemment une autre façon d'intervenir qui est d'accorder des prêts au secteur à la fois sanitaire, médico-social, également être investisseur du côté de ces acteurs. On est également opérateur pour le compte de l'État dans le cadre de France 2030 de différents AAP qui amènent aussi des solutions et d'innovation dans le secteur de la santé, du parcours de santé. Et enfin, on a fait le pari que l'innovation numérique, les innovations organisationnelles sont des enjeux cruciaux et pourquoi pas investir dans ces thématiques-là qui permettent de répondre à ces enjeux de déserts médicaux, de refaire gagner du temps médical, de permettre d'avoir de la qualité dans les soins et d'adresser évidemment tous les territoires. Comment investissez-vous? Vous avez parlé d'investissement, Marion. Comment investissez-vous et dans quel type de société, de boîte?
Alors, tout à fait. L'investissement, ça fait partie, donc, un des métiers de la Banque des Territoires et un des leviers auxquels on adhère et on croit beaucoup pour justement participer à cette lutte et contre ces déserts médicaux et améliorer ces parcours de santé. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On décide, enfin, on fait le pari, encore une fois, et on pense voilà, on pense que l'innovation servicielle qui permet de faire gagner du temps aux médicaux, aux paramédicaux, aussi bien en médecine de ville qu'en médecine hospitalière, sont des enjeux majeurs. Parce que le temps est très précieux. Exactement. Et donc, on est un investisseur qu'on appelle minoritaire de long terme, un investisseur avisé. Minoritaire, ça veut dire qu'on le fait avec d'autres partenaires qui peuvent être des investisseurs, des industriels, donc on est minoritaire. On dit avisé, on fait des choses à des conditions de marché, comme nos camarades investisseurs. De long terme, on est un investisseur plutôt patient qui permet d'accompagner les sociétés dans lesquelles on investit sur un temps long, un temps qui est important, notamment dans ces thématiques de santé, de parcours de santé. Donc, on est un investisseur avisé de long terme. Voilà un peu en résumé. Et vous avez notamment investi dans la société Rofim, et ici représentée par Émilie. Donc vous êtes cofondatrice de Rofim. Pour expliquer votre parcours, vous venez, vous, de l'industrie pharmaceutique et du vaccin. Et avec un ami chirurgien cardiovasculaire, vous avez eu envie de créer une structure pour diminuer le temps de pose d'un diagnostic médical. C'est crucial quand on sait qu'il faut savoir aujourd'hui qu'il faut à peu près 36 mois pour la pose d'un diagnostic d'une maladie rare. Et donc, plus on attend, eh bien, plus la maladie progresse et plus c'est compliqué de soigner. Alors, pour réduire ce délai, eh bien, donc, vous avez créé en 2018 Rofim, un outil qui permet de relier l'hôpital à la ville. Mais vous allez nous expliquer un peu plus ce que c'est et comment ça agit alors. Tout à fait. Donc en 2018, lorsqu'on a eu l'idée de créer Rofim, c'était vraiment avant tout pour relier l'hôpital à la ville, mais également les experts partout. Vous avez parlé de déserts médicaux. La France aujourd'hui est en proie dans plusieurs régions dans des déserts médicaux, et non pas que dans des zones rurales, mais dans des zones également surpeuplées comme la région parisienne ou Marseille, d'où nous sommes originaires. Donc, notre but, c'est vraiment de promouvoir un accès égalitaire aux soins, peu importe où l'on se trouve, dans les territoires d'outre-mer et dans d'autres territoires. Comment faisons-nous ça avec une plateforme disponible sur Internet et une application mobile? Notre but, c'est vraiment de promouvoir un accès égalitaire aux soins et d'améliorer le fléchage et l'adressage à l'expertise, parce que nous avons l'expertise sur le territoire. Nous faisons gagner du temps en reliant les médecins entre eux. Et qui sont les utilisateurs de cette plateforme? Les patients? Non. Alors en fait, les utilisateurs sont les professionnels de santé. D'accord. Donc, professionnels de santé, j'entends infirmiers, sages-femmes, podologues, kinésithérapeutes et les médecins. Le patient est un usager de la plateforme, mais notre plateforme, si on doit la définir, elle est plus B2B2C, c'est-à-dire que le patient, forcément, c'est ses données personnelles qui transitent sur la plateforme, mais c'est une plateforme qui est à destination originalement des médecins. Et au sein de cette plateforme, vous avez différents modules. Expliquez-nous aussi, Émilie. Oui, donc en fait, nous sommes vraiment une plateforme. Dans la logique de plateforme, c'est-à-dire que nous embarquons le praticien dans une journey. Donc on commence avec la téléexpertise, donc notre cœur de métier depuis 2018, le fait d'échanger entre confrères. Donc j'ai un patient qui arrive, généralement, voilà, je suis généraliste, j'ai un patient qui arrive pour une pathologie donnée, j'ai envie de demander l'avis à un spécialiste. Donc ça, c'est la téléexpertise qui est valorisée depuis 2019, donc c'est-à-dire que la CPM valorise ces échanges entre praticiens. La deuxième brique qu'il y a sur notre plateforme, c'est la téléconsultation. La téléconsultation qui n'est pas comme la téléconsultation que vous avez pu connaître pendant le Covid ou encore aujourd'hui, mais elle était à l'initiative du professionnel de santé. C'est-à-dire que lui seul sait si le motif de consultation est éligible ou pas à quelque chose à distance. Nous faisons également la téléconsultation assistée pour toutes les personnes qui sont en EHPAD ou en centre de détention. Notre troisième brique, c'est la réunion de concertation pluridisciplinaire. Nous avons parlé de maladies rares, mais également en oncologie et en maladies chroniques. Il est impératif aujourd'hui de prendre un avis pluridisciplinaire. Donc en fait, nous avons digitalisé ces réunions. Et la troisième brique, c'est le dossier communicant en cancérologie qui permet d'améliorer le plan personnalisé de soins, toujours dans une vision d'améliorer le confort des patients, mais également de diminuer drastiquement les coûts de sécurité sociale.
Pour rappel, les coûts de transport programmés s'élèvent à plus de 4 milliards d'euros. Et en fait, c'est vraiment notre manière de lutter contre cela aussi. Donc, vous avez 4 modules avec des objectifs bien précis. Tout à fait. Alors, si on prend un exemple, parce que c'est important, comment votre plateforme va permettre de réduire cette fracture territoriale et puis de réduire la pose de diagnostic, entre autres, mais pas que. On va dire, je suis en Isère et je cherche un dermato. Je manque de dermato. Comment, de quelle manière je peux avoir recours à votre plateforme? Merci. Vous l'avez dit en préambule, je suis issue de l'industrie pharmaceutique. Et je crois vraiment en un triptyque vertueux qui est l'hospitalo-universitaire, la start-up et l'industrie pharmaceutique. Et pour moi, ce triptyque permet de créer l'innovation. Donc en fait, pour le cas donné, nous avons décidé avec le laboratoire Pierre Fabre, qui est un laboratoire qui investit énormément dans les start-up, de créer un dispositif en se basant sur le service de proximité que nous connaissons tous, qui est aujourd'hui la pharmacie. Vous l'avez dit au départ, c'est très difficile aujourd'hui d'avoir un rendez-vous chez un généraliste ou chez un spécialiste, alors qu'on a tous une pharmacie à côté de chez nous. Donc là, l'idée, c'est vraiment, je suis patient, je me rends en pharmacie pour une question de dermato. Et en fait, c'est mon pharmacien qui est professionnel de santé et donc qui est éligible à demander un avis à un dermatologue qui va demander un avis. Le bénéfice est triple. Il est pour le patient parce qu'on a une réponse non pas immédiate, parce que je ne garantis pas de réponse immédiate, mais une réponse dans un délai très bref. Pour le pharmacien, parce qu'il a cette relation de proximité et il a affaire au dermatologue. Et pour le dermatologue, qui évite d'avoir des consultations, comme on dit, de bobologie. D'accord. Donc, c'est important de le souligner. Et comment ça se passe du côté des territoires d'outre-mer? Là aussi, c'est important. On a parlé de Seine-Saint-Denis, la France métropolitaine, où je parlais de l'Isère, mais aussi concernant les territoires d'outre-mer. Donc Rofim est leader dans les territoires d'outre-mer. Nous sommes présents aujourd'hui en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe et en Polynésie française. L'engagement est double. C'est déjà de relier les experts entre eux, parce qu'en fait, il y a de l'expertise sur ces territoires. Donc c'est vraiment de les aider à échanger entre eux. Et en fait, on suit vraiment la doctrine de l'assurance maladie qui dit, je prends un exemple, je suis un médecin en Guyane, j'ai besoin d'un avis, je vais d'abord regarder en Guyane s'il y a l'expertise. Si elle n'y est pas, je vais en Martinique. Si elle n'y est pas, je vais en France métropolitaine. Donc en fait, on permet vraiment d'adresser cette escalade qui est la doctrine de l'assurance maladie. On permet également d'échanger avec les territoires aussi, comme Sainte-Lucie, la Dominique. Donc nous sommes aussi acteurs de coopération internationale. C'est très important pour Rofim, parce que promouvoir un accès égalitaire aux soins en France, c'est bien, mais en dehors des frontières, c'est encore mieux. Il y a un aspect qu'on n'a pas traité, celui du coût, qui est important. Comment me procurer cet outil et combien d'euros ça peut me coûter? Alors en fait, comment se procurer cet outil? Donc en fait, nous fonctionnons via les centrales d'achat. Donc les centrales d'achat, c'est la manière numéro 1 pour les hôpitaux de se fournir. Et c'est aussi un gage de qualité. Ça veut dire que la solution a été éprouvée. Donc nos clients principaux sont les établissements de santé, mais au-delà, les régions. Parce que les régions vraiment ont une vocation à vouloir se doter d'un outil pour le territoire. Je vais encore prendre l'exemple de la Martinique. Nous avons la chance d'avoir la région Martinique qui a choisi pour tous les établissements Rofim et également l'Union régionale des médecins libéraux qui a choisi l'outil. Donc en fait, c'est vraiment cette logique-là d'être dans la globalité. Le coût, c'est un coût qui est modulaire. Et je pense que Pierre dirait la même chose. Ce qu'on ne veut pas entendre quand on a une solution numérique, c'est ça ne fonctionne pas. Et donc en fait, pour moi, on doit payer à l'usage. Donc l'idée, c'est vraiment, dans un hôpital, de dire le service de réanimation anesthésie va utiliser un module. Le service de chirurgie vasculaire, 2 modules. On ne va pas payer pour ce qu'on n'utilise pas. Donc on a un parcours à la carte, au module. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment qu'on ne consomme que ce qu'on utilise. Et aujourd'hui, déjà plus de 1000 hôpitaux, c'est ça, ont souscrit à Rofim, donc une plateforme, on l'a compris, grâce à vos 4 modules différents, une plateforme multidisciplinaire qui donne accès aux soins de manière égalitaire et qui, dans le fond, agit en amont de la maladie. Ça, c'est important de le souligner. Tout à fait. Alors que vous, Pierre, à vos côtés, eh bien, vous agissez en aval, si je puis dire, donc avec Semilla, que vous avez fondé en 2017. C'est une plateforme de télésurveillance, c'est-à-dire que les médecins peuvent suivre à distance leurs patients. Prenons l'exemple, par exemple, d'un patient souffrant d'insuffisance rénale. Semilla s'occupe de récupérer les résultats, les analyser, les envoyer
aux médecins. Et aujourd'hui, vous êtes présent dans une centaine de villes en France et 10 000 patients sont soignés par cette plateforme. Est-ce que j'ai bien expliqué comment ça se passait ou pas? C'est exactement ça. L'idée, en fait, elle est très simple, hein. C'est que les données utiles au suivi du patient, à savoir ce qui lui arrive, seront collectées de manière automatique par Semeya et envoyées au médecin avec une alerte en cas de résultat inquiétant. Donc, comme ça, il peut, en temps réel, voir ce qui se passe et suivre efficacement son patient. Donc aujourd'hui, ça s'adresse aux médecins, alors aux soignants au sens large, hein, médecins, infirmières, que ce soit en hôpital, en MSP, en centre de santé ou en cabinet libéral. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est payé par la Sécu, donc la Sécu rembourse et le médecin et la solution, donc Semeya, pour des pathologies telles que effectivement, les problèmes rénaux, le diabète, les problèmes respiratoires, les problèmes cardiovasculaires, un ensemble de pathologies chroniques qui permettent aux médecins de suivre efficacement les patients. Et ça veut dire quoi, de suivre à distance une maladie chronique? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà, aujourd'hui, une consultation d'un malade chronique, la plupart du temps, c'est bonjour docteur, il amène ses résultats de biologie, le compte-rendu qu'il a eu avec un sous-cardiologue, et puis le médecin analyse ça et prescrit un traitement. Et en fait, beaucoup de ces consultations pourraient être finalement évitées ou espacées grâce à la télésurveillance, puisque ça permet d'avoir ces résultats de manière en temps réel, donc de manière informatisée, de manière numérique, sans avoir à faire déplacer ni le patient ni le médecin. Alors, c'est quoi l'intérêt? L'intérêt, il est double. Le premier, je prends l'exemple de l'Aquitaine. En Aquitaine, à Agen, il n'y a pas de néphrologue. Il n'y en a plus. On connaît les problèmes des déserts médicaux, il n'y a plus de néphrologue. Et donc, il y a des néphrologues de Bordeaux qui prennent leur voiture et qui vont à Agen 2 jours par semaine. Et 2 jours, c'est peu pour toute la population d'Agen. Et donc, ce qu'ils ont fait, ils ont mis en place la télésurveillance. Comme ça, les patients d'Agen sont suivis à distance. Et le néphrologue quand il va à Agen, il va rencontrer les patients qui ont besoin d'un avis, qui ont besoin de temps spécifique avec le néphrologue. Si tout va bien pour vous, s'il n'y a pas de problème, vous n'avez pas à vous déplacer à Agen pour venir, ni le médecin, et vous êtes quand même suivi. Et puis l'intérêt aussi, c'est de pouvoir réagir tout de suite. Aujourd'hui, en moyenne, alors en oncologie par exemple, vous voyez votre oncologue, alors ça dépend des cas, mais tous les 6 mois, en psychiatrie tous les ans, et en un an, il peut se passer plein de choses. Grâce à la télésurveillance, entre les consultations, on va pouvoir capter les données, analyser ce qui se passe, alerter le médecin et pouvoir avancer une consulte si besoin, puisqu'on aura évité des consultes inutiles. Donc on voit bien l'intérêt pour le patient, parce qu'on va ne pas le faire se déplacer trop souvent, et puis on va le suivre vraiment en temps réel au lieu de tous les 6 mois ou tous les ans. Et pour le médecin, on va faire des consultations vraiment utiles et efficaces, avec les données qui remontent toutes seules, et avec des consultations avec des gens qui en ont besoin. C'est vraiment ça l'idée, d'avoir une médecine plus efficace, plus réactive, et d'avoir moins de temps et de consultations inutiles passées pour pouvoir vraiment centrer sur ceux qui en ont besoin. Oui, c'est vraiment un gain de temps pour le médecin, parce qu'on sait qu'on manque de médecins, quelle que soit la spécialité. Et du coup, grâce à ça, lorsque le patient se rend chez son spécialiste ou se rend chez son médecin généraliste, eh bien, c'est pour un problème plus précis et va pouvoir directement lui expliquer l'analyse des résultats, des prise de sang, etc., aura déjà été faite en amont. Exactement. Sur une consultation qui dure, on va dire, un quart d'heure, 20 minutes, la moitié, elle est dédiée à regarder les résultats, les comptes rendus. Et ça, c'est fait en amont, de manière automatique par Semeya. Donc la consultation, elle est vraiment centrée sur le patient et beaucoup plus efficace et beaucoup plus précise. Donc on a vraiment ce gain de temps et des gains d'efficacité pour le patient et pour le médecin. Alors, si je suis une collectivité locale et que justement je manque soit de médecins généralistes, soit de spécialistes, comment puis-je bénéficier de ces Semeya? Alors aujourd'hui, à l'heure actuelle, cette solution, elle est remboursée uniquement pour les médecins spécialistes. Donc on l'a dit, hein, les cardiologues, les néphrologues. Là, on travaille aujourd'hui à l'étendre pour les médecins généralistes et pour pouvoir, cette logique-là que vous avez comprise, hein, d'optimisation du temps médical et de l'efficacité du suivi, l'étendre à des généralistes. Alors aujourd'hui, c'est gratuit puisque c'est la Sécu qui rembourse. Donc c'est très simple. Il suffit que le médecin se rende sur le site de Semeya ou demande en contact. On va le voir. Tout est en ligne. On lui installe la solution, on lui crée son compte finalement. On va le former. On va donner au patient, en fonction de ses besoins, des objets connectés. Et puis, le reste, c'est automatique. C'est-à-dire qu'il va avoir les données qui remontent, il va pouvoir agir en fonction
des données qui remontent, des alertes qui sont transmises, et puis il sera rémunéré pour ce temps passé à répondre aux alertes. Donc il n'y a vraiment pas de coût pour la collectivité, il n'y a pas de coût pour le médecin, au contraire, il y a un revenu. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant. Pour l'assurance maladie, ça permet d'éviter des complications et donc de réduire derrière les problèmes à l'hôpital et donc de réduire les coûts. Et pour le médecin, d'avoir un revenu complémentaire tout en optimisant ses consultations pour qu'il puisse suivre les patients les plus à risque. Donc on est vraiment sur quelque chose d'efficace qui se déploie progressivement sur les spécialistes et on espère demain sur les généralistes. Alors ouais, sur les médecins généralistes, comment ça va se passer puisque vous allez faire évoluer ces MIA là-dessus? Oui, aujourd'hui, le logiciel il est spécifique pour un oncologue, pour une profession voilà, en tant que telle. Un généraliste, lui, il voit tout type de patients, des diabétiques, des patients cardiaques. Donc il faut choisir le logiciel pour qu'il puisse gérer toute pathologie confondue. Ça, c'est en cours, ça devrait arriver d'ici la fin de l'année. D'accord, donc très, très bientôt. Alors, si j'ai un sujet de santé et que justement, comment la Banque des Territoires, eh bien, Pierre et votre plateforme peut vous aider là-dessus Là aussi, il suffit de nous contacter ou la Banque des Territoires. On se fera un plaisir de venir vous voir dans vos projets de centre de santé de MSP pour pouvoir installer le logiciel et en faire bénéficier l'ensemble des médecins de la région ou du département. Et pourquoi pas qu'une rémunération de l'assurance maladie s'ils sont éligibles. Donc c'est vraiment extrêmement simple. Aujourd'hui, le principal problème qu'on a, c'est de faire connaître le principe, puisqu'il est assez peu connu, ça démarre, c'est remboursé depuis moins d'1 an. Mais progressivement, ça se déploie. Comme vous l'avez dit, on est dans environ 100 villes en France, toutes des grandes villes aujourd'hui. Mais progressivement, on va sur des villes comme Moyenne, comme Agen. On démarre à Béthune là, bientôt. Et donc, ça s'étend progressivement. Et donc, il ne faut pas hésiter à le faire. Avez-vous besoin des élus pour déployer à plus grande échelle votre solution? Oui, on parle déjà avec quelques élus en région. Pour qu'ils puissent communiquer au MSP local le principe. Mais effectivement, toute communication des élus vers le projet de santé est bonne à prendre pour nous. Vous vouliez peut-être ajouter un mot, Marion, sur justement aussi l'importance de la Banque des Territoires pour accompagner ces plateformes ou d'autres projets là-dessus sur les différents territoires? Effectivement, il ne faut pas hésiter quand il y a des questions à venir voir les directions régionales dans les territoires qui pourront évidemment aiguiller, orienter les acteurs locaux dans ces innovations et mettre en avant les innovations dont viennent de parler Émilie et Pierre qui sont à la pointe dans ces thématiques-là. Et comment, à l'inverse, par exemple, Émilie, la Banque des Territoires peut vous aussi vous aider, vous accompagner quel a été son soutien? Alors, son premier soutien, Marion l'a exprimé, c'est un soutien avec l'investissement. Donc, j'ai bien aimé, on est un investisseur minoritaire et avisé. Nous, on est vraiment chanceux d'avoir dans notre comité stratégique 2 représentants de la Banque des Territoires. Et après, concrètement, lorsqu'on a eu des sujets pour avoir des accès en région, on n'avons pas hésité à demander aux directions régionales qui ont fait vraiment le relais dans les territoires. Donc, et en fait, je trouve que pour nous, c'est vraiment important d'avoir un investisseur qui partage les mêmes valeurs que nous. Et avec la Banque des Territoires, c'est vraiment de se dire cette logique territoriale qui est hyper importante en santé et cette logique de déserts médicaux. Donc, en fait, on s'inscrit dans la même volonté. Et je pense que c'est ça qui fait vraiment la différence avec un investisseur standard. Et vous, Pierre, quel a été l'apport de la Banque des Territoires? Assez similaire. Hein. C'est vrai qu'il y a une très bonne connaissance. La santé est quelque chose de très réglementé, très lié au public. Une très bonne connaissance de cet environnement-là public par la Banque des Territoires et les différentes équipes. Et puis cette présence en région qui nous permet de relayer nos messages auprès des régions. Alors nous, on est à Toulouse, Émilie est à Marseille, mais la France est grande. Et donc c'est difficile d'aller porter la bonne parole dans tout le territoire. Et là-dessus, la Caisse nous aide beaucoup. La Banque des Territoires nous aide beaucoup. Et je veux juste rajouter qu'ils sont très modestes, mais nous, on voit pas mal de projets, et ce sont quand même des projets leaders dans leur thématique. Et ça, il faut quand même en avoir conscience, que chacun dans leur mode d'action, aussi bien Rofim que Semeya, sont des acteurs à la fois innovants
leaders dans leur secteur et permettant de répondre aux enjeux de déserts médicaux, tout en faisant bénéficier la collectivité au sens large d'économies. Et ça, je pense que c'est important de le montrer. C'est pas fait à n'importe quel prix. C'est innovant avec de la technologie, innovant avec de l'organisation et économiquement intéressant pour la collectivité au sens large. Et Rofim va encore plus se développer et se déployer pour 2024. Vous allez avoir une plateforme B2B, c'est-à-dire ouvrir aux patients. B2C. Oui, donc oui, en fait, là, l'idée, c'est vraiment d'aller plus loin et d'avoir ce compte patient qui sera disponible à la fin de l'année pour que le patient puisse retrouver l'ensemble de son parcours, les comptes rendus de réunions de concertation pluridisciplinaires, les comptes rendus de téléexpertise, les comptes rendus de téléconsultation assistée, les ordonnances qui sont faites sur la plateforme, ces images, etc. Donc l'idée, ce n'est pas de faire un doublon avec le dossier médical partagé, mais c'est plutôt pour le patient d'avoir une lisibilité dans son parcours. Comment ça? Donc ça veut dire que je suis patiente, Géraldine est patiente de Rofim et aura un compte qu'il suffira juste de créer? Oui, donc en fait là aujourd'hui, si votre praticien utilise Rofim, vous allez être invité via un SMS ou un email pour une consultation. Vous allez arriver dans un univers sécurisé, puis à l'issue de la téléconsultation, vous n'aurez plus accès. Mais là, en fait, vous resterez sur un environnement qui sera le vôtre. Vous pouvez retrouver vraiment l'ensemble de votre parcours de soins avec mes praticiens privilégiés. Donc, dans cette logique de placer le patient au cœur du parcours de soins. Et donc d'améliorer la pose du diagnostic, d'améliorer sa prise aussi en charge, c'est important, et d'offrir plus de temps aux médecins quand on sait combien c'est crucial. On a beaucoup parlé de médecins, de spécialistes, et donc on a compris que les plateformes et les solutions que vous nous avez exposées aujourd'hui, donc c'est destiné aux collectivités territoriales et que pour l'instant c'est encore ouvert aux patients, mais bientôt. Si moi je suis une start-up, Marion, et que j'ai une solution, bien évidemment, dans ce domaine-là, pour lutter contre les déserts médicaux. Là aussi, je peux me tourner vers la Banque des Territoires ou pas? Tout à fait. Aussi bien au sein des directions régionales, qui seront également aiguillées, orientées, que à la direction de l'investissement, la direction à laquelle j'appartiens, de la Banque des Territoires. Il y a 13 directions régionales implantées sur tous les territoires, avec au sein de ces directions régionales des personnes spécialisées sur des territoires en particulier. Donc toute la France est couverte, outre-mer, métropolitaine. Donc ça, il n'y a aucun problème pour retrouver facilement son interlocuteur ou ses interlocuteurs privilégiés. Vous pouvez effectivement vous adresser aussi à la direction de l'investissement pour de l'investissement. Alors après, on a quelques critères, évidemment. Oui, j'imagine bien. Lesquels alors? Voilà, on a quelques critères pour investir. Alors, il faut que nous, les sociétés, elles soient basées en France, qu'elles répondent évidemment à nos enjeux et les enjeux dont on a un peu parlé aujourd'hui, qui en font partie, qu'elle ait du chiffre d'affaires, qu'elle ne soit pas à un stade de preuve de concept, mais qu'elle soit à un stade de chiffre d'affaires, donc c'est-à-dire j'ai des clients, je suis en capacité de vendre. Voilà, ces quelques éléments-là qui sont importants. Après, il y a d'autres critères qui entrent en ligne de compte, mais effectivement, après, le dossier est étudié et on regarde si on a des pépites aussi intéressantes qu'un Semeya ou un Rofim, qui sont des exemples vraiment révélateurs de, à la fois, encore une fois, je vais me répéter, mais ils répondent aux enjeux de parcours de santé, d'amélioration de l'accès à la santé, aux soins, tout en étant innovants et leaders sur leur thématique. Et dans tous les territoires, c'est ce qui est important. Et partout présent, on est Banque des Territoires, donc ça on l'oublie pas. Et l'idée, c'est pas d'avoir à la fois une médecine à 2 vitesses, peut-être payante pour certains, plus cher, moins cher. Non, ça on veut pas. Et ensuite une médecine, enfin des solutions accessibles sur tous les territoires. Et quoi de plus exemplaire que les 2 solutions qui sont présentées, qui sont évidemment disponibles, quels que soient les territoires, quelle que soit la typologie des territoires. Et d'ailleurs, on remarque que chez nous, il y a plus de patients dans les déserts médicaux que dans des non-déserts médicaux. Donc c'est vraiment publicité pour les déserts médicaux principalement. Merci pour cette précision utile. Avant de passer, est-ce que vous avez des questions peut-être à nos invités justement soit sur ces solutions, soit aussi d'autres solutions pour lutter contre les déserts médicaux? Allez-y, monsieur. Bonjour, merci beaucoup pour ces présentations. Alors une remarque et une question de ma part. Finalement, j'ai l'impression que vous êtes assez complémentaires avec une plateforme de collaboration médicale d'un côté qui intervient au moment donné ou pour diagnostiquer des patients, et puis un suivi
si j'ai bien compris, pour intervenir au bon moment pour les patients, où qu'ils soient, partout en France, métropolitaine ou extra-métropolitaine. Donc je trouve qu'il y a une forme de complémentarité qui est importante, je trouve, à souligner. Ma question, c'est la suivante. Comment est-ce que vous qualifieriez votre impact pour un territoire en 3 mots, chacun? Je peux commencer si tu veux. Vas-y. Ils ont le droit d'utiliser les mêmes mots ou ils doivent utiliser d'autres mots? En 3 mots, pas plus. Le premier mot, je pense, c'est de rendre le territoire accessible, puisque ça permet aux médecins d'un territoire de faire plus de consultes et donc d'étendre le périmètre qu'il peut avoir. Les patients, quand on les interroge, ce qu'ils disent, ça les rassure. Le côté rassurant de savoir que mes données sont suivies par un médecin en temps réel et que dans les 6 mois d'attente de la consultation, quelqu'un regarde ce qui se passe et je sais qu'il n'y a pas de problème, que c'est pris en charge, donc accessible, rassurant et puis efficace, puisqu'on a vu le temps médical est très cher en ce moment. Et donc l'efficacité de dire voilà, je vais me concentrer sur le patient et pas sur le temps à aller chercher mes données. Ça permet aussi d'avoir des tâches qui sont déléguées à d'autres. Donc ce côté efficace de la consultation est aussi un des critères pour nous. Merci pour la complémentarité. En effet, nous sommes 2 solutions complémentaires amenées à travailler ensemble. Chez Rofim, on croit vraiment dans le partenariat. On prend une santé décilotée, donc c'est pour ça qu'on a vraiment et que justement la Banque des Territoires est un catalyseur de synergie, entre autres encore aujourd'hui, pour nous avoir mis sur cette table ronde. Les 3 mots, moi je dirais équité. Donc prôner, et non pas égalité, mais vraiment une équité dans l'accès aux soins. Rapidité, par rapport à la consultation, aujourd'hui c'est 8 minutes de gain par patient. Donc dans les 8 minutes, il y a le temps soignant, mais également le temps administratif. Et la troisième, je l'avais et je ne l'ai plus. Mince, je ne l'ai plus. Je pense que je vais dire impact. Parce que, comme l'a souligné Marion, l'impact, il est à tous les niveaux. Il est au niveau des patients, il est au niveau des établissements. Je n'ai pas besoin de souligner le déficit des CHU, on en a assez parlé, mais on est une solution qui permet à un hôpital public de gagner de l'argent. L'impact au niveau des soignants, qui aujourd'hui sont de plus en plus à des reconversions, et l'impact au niveau des patients avec ce gain de temps. Donc pour moi, ça serait impact le 3e mot. Même si ce n'était pas mon mot initial, mais... Merci d'avoir répondu avec 3 adjectifs. Vous aviez une question, madame. Allez-y, je vous écoute. Oui, j'avais une question et merci pour ces outils innovants pour la coordination entre les professionnels et puis rendre l'accès aux soins pour les patients plus simple. J'avais une question, en fait, je me pose la question sur le modèle économique que vous avez, donc que ce soit pour Rofim ou Semeia. Vous précisez comment vous fonctionnez? Oui, alors pour Semeia, en fait, l'assurance maladie donc, paye le médecin pour le temps qu'il passe à faire la déterminance et nous paye aussi nous. C'est-à-dire qu'en fait, par patient, on reçoit un montant, on facture la Sécu pour chaque patient qui est suivi. Il y a un montant qui va dépendre de la pathologie, qu'on va facturer à la Sécu le suivi. Donc en fait, pour Rofim, c'est différent. Comme je l'ai dit, donc, depuis 2019, la téléexpertise, donc le fait d'échanger entre médecins est valorisé. Cet argent ne va pas à Rofim, il va soit au médecin s'il est libéral, soit à la structure hospitalière. Et on continue à encourager cela et même à demander une amélioration de cette dotation. Donc comment nous, on se fait payer? Avec un abonnement. Donc en fait, l'établissement ou le médecin va payer un abonnement. Et comme je le disais tout à l'heure, un abonnement selon le module. L'idée, c'est vraiment de ne pas payer si on n'utilise pas le module. Et on a des abonnements qui sont à l'échelle d'un établissement, d'une région, d'établissements médico-sociaux, etc. Allez-y, monsieur. Avec le programme IMOS Santé, on teste des innovations sur le territoire. Et on s'intéresse actuellement au fait de se dire, mais est-ce qu'il n'y aurait pas la place pour un service public d'accès aux soins qui dégagerait les médecins de toutes les dispersions de gestion, de complications de tous ordres qu'ils ont, de manière à ce qu'ils se consacrent vraiment à leur tâche de soins d'un côté, accès aux soins de l'autre. Alors ma question, elle est pour Semeia. On sait que dans cette surveillance, on a souvent besoin en fait d'un case manager
qui est finalement une personne et un métier qui n'existait pas vraiment, et qui, pour un spécialiste, a une réalité, parce que finalement, il concentre beaucoup de patients sur un même sujet. Comment est-ce que vous appréhendez le passage de ce case manager, on va dire, de spécialiste, au case manager généraliste? Parce que, pour le coup, moi, ça peut peut-être m'intéresser. Alors, effectivement, on est en plein dedans actuellement d'ailleurs. Donc il y a 3 niveaux. Aujourd'hui, sur les pathologies, on va dire lourdes à l'hôpital, comme les greffes par exemple, qu'on suit beaucoup, il s'appelle des IPA, des infirmières de pratique avancée, qui sont dans l'établissement et qui font ce rôle-là. En psychiatrie, on a aussi un financement d'ailleurs de l'assurance maladie transitoire pour des case managers dans les hôpitaux psychiatriques sur le suivi des patients bipolaires. Donc ça, c'est ce qu'on fait actuellement. Pour les médecins, on va dire, libéraux, aujourd'hui, on a deux axes. On a des infirmières, nous, en interne, qui rendent un premier service. Donc, on a des infirmières salariées de CEMEA qui font ce travail en partie, notamment de rappeler le patient, de s'assurer qu'il a bien fait son parcours, parce que c'est important, le médecin n'a pas que ça à faire, d'appeler le patient pour savoir s'il a bien fait sa bio ou bien fait son kiné. Et on s'appuie aujourd'hui peu, mais beaucoup dans l'avenir, sur les nouveaux assistants médicaux qui sont en train de se monter, avec un logiciel qui va être spécifiquement dédié à ces publics-là, que ce soit pour les généralistes ou pour les spécialistes. Donc là, on est en test actuellement, qui vont permettre à ces assistants médicaux, alors c'est une très belle idée, hein, pour ceux qui ne connaissent pas le principe, c'est une personne au cabinet médical ou dans la MSP qui va pouvoir faire un certain nombre de tâches médico-administratives, d'accueil du patient, du dossier médical, de prise de tension, donc qui se déploie, qui est financé en partie par la Sécu, mais qui n'a pas d'outils aujourd'hui dédiés à ça. Donc c'est un peu à la main. Et nous, on couple la télésurveillance en le proposant aux assistants médicaux pour que ça puisse se déployer chez les généralistes. C'est quelque chose que l'on travaille, mais effectivement, le gain de temps passe aussi par des tâches déléguées efficacement. Et donc on croit beaucoup à ça, que ce soit chez nos infirmières à nous, mais on n'a pas vocation à remplacer les infirmières en France. Et donc, les assistants médicaux sont vraiment le deuxième relais de croissance pour nous de ce point de vue-là. Et donc, on va proposer là, bientôt quelque chose pour les assistants médicaux, pour les déployer efficacement et pour qu'ils soient équipés, pour qu'ils soient efficaces aussi. C'est quelque chose auquel nous, la Banque des Territoires, on croit beaucoup. Et l'organisation, la délégation de tâches, et que ce soit la personne la plus apte ou la plus efficace, entre guillemets, pour agir, c'est quelque chose auquel on adhère beaucoup. Et donc, ces modèles innovants organisationnellement, c'est des choses qu'on regarde de près et dans lesquelles on a déjà d'ailleurs investi, mais c'est des choses intéressantes pour nous et qu'on trouve probablement utiles dans cette lutte contre les déserts médicaux et le gain de temps médical. Peut-être pour être juste très très concret, parce qu'un exemple très concret de comment ça c'est prévu de se passer, hein. Je suis un patient, j'arrive au cabinet du médecin, l'assistant médical va prendre ma tension artérielle, va récupérer les documents de biologie, d'analyse de biologie, et le moteur de télésurveillance, c'est le même, hein, va monter des alertes et faire une synthèse pour le médecin de manière automatique. Donc en consulte, on a déjà un premier niveau d'analyse pour le médecin. Alors c'est lui qui décide, hein, c'est l'acte médical, c'est chez lui, mais on va lui faire gagner ce temps d'anamnèse en partie pour qu'il puisse être efficace dans sa consulte. C'est aussi simple que ça, c'est d'adapter la télésurveillance à quelque chose de plus physique au cabinet avec l'assistant médical. Merci à tous les trois d'avoir été mes invités. Merci aussi d'être venus nous parler, vous Marion, de plusieurs solutions et notamment de ces 2 solutions leaders, on l'a bien compris, qui permettent à la fois de mieux prendre en charge le patient, à la fois aussi de décharger le médecin et de lui permettre d'avoir plus de temps, ce qui est précieux, et de lutter contre les déserts médicaux. Vos solutions offrent le juste soin au bon moment. Merci à tous les 3 et bon Printemps des Territoires. Merci Géraldine.